On va parler de ce sondage réalisé par le CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD avec vous, Charlotte. Et l'on apprend que 71% des Français se disent favorables à la mise en place de la préférence nationale, que ce soit en matière d'emploi, en matière d'octroi de logement, d'allocation sociale et donc familiale. C'est un chiffre assez stupéfiant si on le met effectivement en contrepoint de cette levée de bouclier qu'on a entendue un peu partout hier. Globalement, de sondage en sondage, on constate une tendance qui est claire quand même chez les Français. Les Français sont prêts à de nombreuses mesures. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on leur propose une mesure, pour faire simple, à chaque fois qu'on propose une mesure pour stopper l'attractivité et donc potentiellement l'immigration et donc la générosité sans limite, puisque c'est ça dont il s'agit là en l'occurrence, les résultats sont toujours assez semblables. Alors là, dans le détail, en plus, on a une équivalence. Alors les femmes sont un peu au-dessus des hommes, à 73%, vous voyez, par rapport aux 71% d'hommes qui veulent une préférence nationale. Donc les femmes veulent la préférence nationale beaucoup plus. Moins de 35 ans, on est à 70%, plus de 65 ans à 73%. Il n'y a pas de rupture générationnelle non plus. Et alors, bon, chez LR, c'est 97%, hein, là, on est au top. Au RN, 91%. Donc les LR sont devant en termes de préférence nationale que le RN. Reconquête, 98%. Renaissance, 79%, hein, si les élus Renaissance. Ce qui est énorme, oui. Ah bah oui, ce qui est beaucoup, en tout cas, par rapport à leurs représentants, ça, je confirme. Et au PS, on est à 39%, c'est le plus faible. Europe Écologie Les Verts, 46% des électeurs veulent la préférence nationale. C'est pareil, c'est étonnant par rapport à ce qu'on entend ces derniers jours. Et la France Insoumise, 43%. 43% des électeurs de la France Insoumise ne sont pas choqués, voire même veulent la préférence nationale. Alors, il y a eu deux manières de réagir sur ces chiffres. Alors, il y a Jean-Luc Mélenchon, alors c'était sur les chiffres qui sont sortis ces derniers jours, mais qui vont tous dans le même sens, évidemment. Alors lui, il nous explique que c'est biaisé, en fait, parce que les Français ne savent pas qu'il y a simplement, je cite, 7% d'immigrés en France. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc, on a des quartiers de reconquête partout. Et dans les quartiers de reconquête, je précise à Jean-Luc Mélenchon que l'essentiel des personnes dont on dit qu'il y a un problème d'intégration sont français. C'est-à-dire ils ont des papiers français, ils sont administrativement français, et pourtant tout le monde s'inquiète à la fois d'une reconquête et d'une volonté d'intégration. Donc il y a bien le nombre d'immigrés au moment M, c'est-à-dire d'étrangers présents sur le sol français, ne résume pas la question de l'immigration. Je m'attarde un peu, puisque c'est ce qu'on entend en permanence, c'est stable, ça n'a jamais bougé. Bah oui, forcément, quand vous naturalisez des gens et que vous en faites venir d'autres, ah oui, le nombre d'étrangers est stable, mais par contre le poids de l'immigration, lui, ne l'est pas. Bon, et peut-être que les Français l'ont compris, Jean-Luc Mélenchon le comprendra peut-être dans quelques années, je ne sais pas. Et Sacha Houlié, alors lui, c'est l'autre manière de réagir, c'est pas les Français ne comprennent pas, c'est je ne pense pas qu'il faille satisfaire toutes les demandes populaires, ce que nous disait Mathieu tout à l'heure. Donc les Français sont légitimes quand je suis d'accord avec eux, en quelque sorte, parce que moi j'aimerais bien que Sacha Houlié nous explique, parce que beaucoup de gens nous disent ça en effet, j'aimerais bien que Sacha Houlié nous explique qui du coup est légitime en effet, parce que comme il n'y a plus de points d'ancrage extérieur et indiscuté ou indiscutable, alors on va nous dire c'est le droit. Alors Sacha Houlié est bien placé pour savoir en tant que député que le droit il le change toute la journée, c'est même son métier de faire voter des lois et d'en défaire. Donc le droit change lui-même le droit est écrit par les hommes, il peut être changé évidemment par les hommes, notamment en fonction des situations. Donc si les Français sont légitimes, ne sont pas forcément légitimes, pourquoi Sacha Houlié le serait-il? Donc là on est dans un relativisme qui, enfin le serpent se mord la queue, si je puis dire. Donc en effet ce sondage il ne surprend pas, mais il confirme un décalage absolument stupéfiant, en effet, entre un monde de décideurs qui se multiplient. Vous avez évidemment les médias et les politiques, mais il y en a plein d'autres qu'on a vu s'ébaubir ces derniers jours, et qui, eux, s'indignent en hurlant de mesures plébiscitées et toujours plus par l'immense majorité des Français. Et leur but, sans peur du ridicule, est toujours de sauver la démocratie. Ça, c'est pareil, il faudra qu'on m'explique. On peut aussi poser la question comme ça. La majorité a-t-elle toujours et forcément raison? Un principe ne peut-il pas être plus fort que l'avis de la majorité? Si, évidemment. Bien entendu, encore une fois, en démocratie, c'est très compliqué. C'est très compliqué d'expliquer quel est le principe. C'est-à-dire que quand vous avez un principe, c'est-à-dire le droit naturel, c'est fini, la nature humaine, il n'y en a plus, le droit divin n'existe pas. Donc, quel est le principe intangible selon lequel, en effet, un principe défendu par certaines personnes serait meilleur qu'un autre ?
Moi, j'ai bien une réponse à apporter à cette question. Je ne suis pas sûre qu'elle plaise à Sacha Houlié non plus. Bon, mais en l'occurrence, par ailleurs, je vais citer Elisabeth Borne ou Emmanuel Macron qui nous explique que ça ne leur plaît pas, mais il n'y a rien qui renie nos valeurs. Elisabeth Borne qui nous dit ça ne va pas contre nos valeurs. En même temps, on va quand même saisir le Conseil constitutionnel pour censurer certaines mesures. Alors moi, c'est pareil, je suis perdue. Également, pourquoi tout le monde est perdu ? Parce qu'en l'occurrence, le principe n'existe pas. Il y a des principes sur lesquels on pourrait en effet approcher en tremblant quand il s'agit de légiférer sur la vie ou la mort, par exemple, et je note que certains tremblent moins, hein, en l'occurrence. Mais là, en l'occurrence, le principe n'existe pas. Il n'y en a pas. Ça ne porte atteinte à aucun de nos principes généraux. Pourquoi ? Adapter sa générosité à ses capacités. J'aimerais vraiment qu'on m'explique à quel principe ça contrevient, à quel principe intangible sur lequel ce pays s'est toujours fondé, ça contrevient. Par ailleurs, si vraiment adapter sa générosité à ses capacités est un principe qu'on ne peut pas supporter, il va falloir que la gauche renonce à la distribution fiscale en fonction des revenus, par exemple, puisque c'est exactement du même principe dont il s'agit. Par ailleurs, quand j'entends nos amis des départements ou notre ami lotois là, nous expliquer que ça va établir une différence entre les lotois et les étrangers extracommunautaires. Ah oui, je te confirme, il y a une différence entre les lotois en France et les étrangers extracommunautaires. Et je précise à tout ce beau monde que pour accéder au RSA, il suffit d'aller sur aidesocial.fr. Hein, pour accéder au RSA, si vous êtes français, vous accédez au RSA. Si vous êtes étranger européen, vous l'avez au bout de 3 mois. Et si vous êtes étranger extra-européen, vous l'avez au bout de 5 ans. Personne n'est mort, hein, personne ne s'en était rendu compte même, apparemment ces derniers jours. C'est exactement le même principe là en l'occurrence. Donc c'est évidemment un sketch pas possible. Et qu'y a-t-il exactement d'inhumain cette fois-ci ? Partant du principe qu'un État généreux avec l'argent qu'il récolte auprès de contribuables, donc, qu'il ne peut récolter que dans une population donnée, doit bien s'arrêter, doit bien poser des limites au moment où il le redistribue. C'est de la mathématique de base, en réalité. C'est pas une question d'inhumanité ou même d'humanité, c'est de la mathématique de base. Or, il y a quelques chiffres qui seraient bons de réinjecter dans le débat ces derniers jours. On est le premier pays d'Europe occidentale en pourcentage d'immigration familiale. Pas d'immigration de travail, familiale. On est le premier. Bon, on est 42e pays sur 47 dans l'OCDE, c'est les chiffres de l'OCDE, en écart de niveau éducatif entre immigrés et non-immigrés dans le pays. Tout ça a des conséquences. Par exemple, en taux de chômage. Chiffre de l'INSEE en juillet dernier. On est à 6% pour les Français, 12% pour les immigrés, 14% pour les immigrés qui viennent d'Afrique. Et on est à 11% pour les descendants d'immigrés, 15% pour les descendants d'immigrés d'origine africaine. Donc le corollaire de ça, c'est l'OCDE toujours en 2023 qui nous dit la contribution de l'immigration au taux d'activité est négative en France. On est 39e pays sur 45. Qu'on arrête de nous raconter des histoires nous expliquant que tout ça c'est pour favoriser le travail en France et la richesse économique. Qu'on nous dise la vérité. Moi je veux bien qu'il y ait des gens qui défendent l'immigration mais qui nous disent des choses vraies au minimum. Par ailleurs la logique, la distribution des HLM, puisque les Français en parlent également, là c'est l'INSEE, la dernière étude que j'ai trouvée, elle date de 2018. La distribution des HLM, on a 13% des gens non immigrés dans ce pays qui accèdent à des HLM. 31% pour ceux qui sont nés à l'étranger. Je cite l'INSEE. Les ménages dont la personne de référence est née en Afrique subsaharienne, en Turquie ou au Maghreb sont surreprésentés dans le HLM. Afrique subsaharienne, c'est 50%. 50% des immigrés qui arrivent d'Afrique subsaharienne sont en HLM. On peut peut-être se poser la question quand nous avons des Français qui dorment dans leur voiture. Je ne sais pas, peut-être qu'on peut se poser la question de savoir où va notre générosité exactement. Est-ce qu'elle est réelle aussi ? Alors, je voulais juste vous montrer... Non, mais c'est intéressant parce que au moment où vous dites ça, Charlotte, il y a cette citation, encore une fois, de la fameuse interview d'Emmanuel Macron qui a lieu en ce moment, où il nous dit on a des vrais problèmes, il le concède, on a des vrais problèmes d'immigration. Oui, cela fait pression sur notre système. Aujourd'hui, on dépense 2 milliards en hébergement d'urgence. 60%, ce sont des hommes et des femmes en situation irrégulière. Bon, on notera la petite faute d'orthographe, c'est pas grave, on la laisse de côté. Voilà, on a bien compris le propos. Voilà. C'est intéressant de rebondir là-dessus. Voilà. Il ajoute, parce que j'avais pris la HLM, parce que c'était la question qui était posée en effet, mais l'hébergement d'urgence, voilà, prenons les chiffres d'Emmanuel Macron, qui doit être assez bien renseigné, 60% en situation irrégulière,
Voilà. Et d'autres données alors de l'INSEE sur les privations matérielles Emmanuel et sociales. Macron qui avait promis que plus personne ne dormirait dans la rue à la fin de son quinquennat par ailleurs. C'est sûr que si vous faites venir des gens en permanence, si vous acceptez que des gens viennent et restent clandestinement en France, forcément l'hébergement d'urgence, vous avez du mal à le gérer. Oui. Alors, que faut-il retenir de ce discours? Alors, vous n'avez pas fini, je crois. Non, vous nous parlez aussi simplement des privations. sur les prestations sociales aussi. Là, l'INSEE nous le précise. Les prestations sociales, elles sont liées à la composition de la famille. Donc, les prestations sociales représentent une part plus importante des niveaux de vie des immigrés. Je cite l'INSEE. 11,9% contre 5,9% pour les non-immigrés. Donc oui, il y a une redistribution qui est plus forte pour des gens qui viennent d'arriver, qui sont encore étrangers. Là, je vous parle de gens qui sont étrangers en France. Et on va de 18,5% pour les personnes, pour les étrangers qui arrivent d'Afrique, à 5,7% pour celles qui sont nées ailleurs en Europe, ailleurs qu'en France. Pour les non-immigrés, c'est-à-dire les Français, c'est 5,9%. 18,5% de prestations sociales versées pour ceux qui arrivent d'Afrique. Et on nous dit un écart expliqué par la taille des familles originaires d'Afrique, 29% avec au moins 3 enfants de moins de 18 ans, 15% des immigrés européens sont concernés par ces 3 enfants, 18% des non-immigrés. Donc là, c'est à rajouter à Jean-Luc Mélenchon qui nous explique qu'il y a 7% d'étrangers. 7%. Oui, mais les enfants, eux, ne le sont plus. Et logiquement, évidemment, ces étrangers, ces immigrés payent moins d'impôts. On a quand même moins 30% chez les immigrés de manière générale, moins 30% de contribution à l'impôt que chez les Français et moins 50% dans l'immigration venue d'Afrique. Et par ailleurs, un autre chiffre à mettre en parallèle de ça, peut-être, l'INSEE en 2022 nous précise que 14% de la population française, cette fois-ci, est en situation de privation matérielle et sociale, le plus haut niveau depuis 2013, et de nous préciser les habitants des communes rurales et urbaines de densité intermédiaire sont ceux dont ce taux donc de privation augmente le plus. Alors vous comprenez que quand vous êtes ces gens-là, vous regardez ça avec un œil un peu circonspect, on va dire, quand on vous évoque la générosité de la France. Évidemment, l'équation n'est pas possible à résoudre aujourd'hui. Alors, que faut-il, selon vous, retenir de ces discours, cet écart, voire du fossé entre Français et leurs représentants aujourd'hui ? Eh bien, en tout cas, ce qu'on a vu ces derniers jours, que la tentation devant ce fossé, c'est de se passer des Français, complètement. Donc là, on nous a expliqué que l'horreur, c'était la préférence nationale, et je note que les seuls qui n'ont pas voix au chapitre, ce sont précisément les nationaux, en l'occurrence les Français, sur qui normalement repose la souveraineté populaire et la raison d'être précisément de la démocratie. Je dis ça parce qu'on a eu les présidents d'université. Les présidents d'université, ils gèrent des universités qui sont notamment abreuvées d'argent public, qui normalement ne sortent pas de leur neutralité, qui nous ont expliqué qu'ils étaient vent debout contre cette loi. Les associations, toutes les associations qui sont empêchées de dormir, subventionnées, et à qui l'État délègue le service public d'accompagnement de ces immigrés. Pareil, le musée de l'immigration, financé par vos impôts, c'est un musée national qu'organisait une journée pour la journée des migrants, dans lequel on nous a expliqué du matin au soir que nous étions tous immigrés, que cette loi évidemment était monstrueuse. Il n'y avait pas un seul représentant d'une lecture même critique sur l'immigration. La conférence a débuté dans un musée national quand même, avec de l'argent public. Donc la conférence a débuté en expliquant que c'était des tables rondes, mais que le but, tout le monde autour de la table devait porter un regard positif sur l'immigration. Bon, c'est bien, comme ça au moins c'est très démocratique. L'Union européenne qui votait aujourd'hui un accord en même temps en même temps que le psychodrame qu'on vivait ici, dans lequel les États membres devront choisir entre l'accueil et la répartition de ces migrants ou une contribution financière. Tout ça est très démocratique également. Des élus carrément qui refusent d'appliquer la loi, quoi qu'on en pense sur le fond, qui refusent d'appliquer la loi. Et la Constitution, jusqu'à la Constitution, dans la bouche du président de la République, qui va ne servir qu'à contourner la volonté du peuple. Il nous a quand même expliqué qu'il allait saisir de la Constitution éventuellement pour contourner le vote de certains députés, pour contourner des mesures plébiscitées par les Français, et par ailleurs votées par des représentants élus. Et évidemment, donc et en plus, à la fin, la Constitution servira dans son interprétation par le Conseil constitutionnel à censurer les seules mesures plébiscitées par les Français, puisque les régularisations, Gérald Darmanin nous dit 10 000 régularisations, mais avec le regroupement familial, ça fait combien de personnes dans quelques temps ? Ça fait énormément de gens dont les Français ne veulent pas de sondage en sondage. Donc préférence nationale, ce qui est sûr, c'est que là, en l'occurrence, on a je ne sais pas de qui est la préférence, mais certainement pas des nationaux.